Hélène? François? Hélène, je crois que c'est à nous. Voilà, je suis sur scène, là, tu me rejoins? Ah, bon, elle me rejoint pas. Écoutez, je vais en profiter pour une fois que je suis tout seul sur scène. Je suis bien là, j'ai mon petit micro, le Hop. public est... Merci, merci, c'est gentil. Voilà. C'est moi qui suis sur scène, c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui parle. Vous m'écoutez? Bon, allez, je commence. Oui, mais non, en fait. Je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est un peu plat, puis ça me ressemble pas trop. Enfin, voilà. Bon, merci. Je le sens pas du tout. Qu'est-ce qu'on pense? On va faire ça comme on fait d'habitude, avec un peu plus de relief. Je suis d'accord. Allez. Cet après-midi, vous avez écouté des speakers qui ont été choisis pour leurs idées qui peuvent changer le monde. Vous avez été là, ils sont montés sur scène, vous les avez écoutés, et puis vous les réécouterez sans doute. C'est fabuleux de prendre la parole. C'est un peu impressionnant, hein, mais c'est fabuleux. Mais en même temps, vous tous là, vous avez des idées. Nous aussi, on en a tous des idées. Est-ce que c'est vraiment le plus important? Ce qui est important, peut-être, c'est quand même de faire. Oui, le faire. Comme Alice Diossi, qui, on l'a vu, il lui arrive des choses toute sa vie, mais elle se laisse pas faire, justement. Elle se laisse pas mettre dans les cases. Ah, les cases. Personne n'aime être dans des cases, hein. Personne. Mais soyons honnêtes, on met tout le monde facilement dans des cases, nous aussi. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va nous demander son prénom, son nom, puis rapidement vient le métier. C'est un déménageur, c'est un boucher, c'est un médecin, c'est un instituteur. Hop, on range, c'est facile. Voilà, on a l'impression qu'on a connu la personne et qu'on l'a étiquetée, on l'a rangée dans la case métier. Mais son job, c'est pas ça qui révèle la personne, pas du tout. C'est lisse, c'est plat. Puis on peut en changer des jobs en plus. On lui demande jamais quelle est sa couleur préférée, son projet de vie, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ça arrive pas tout de suite. Et pourtant, c'est avec ça qu'on découvre les vérités d'une personne. C'est important de révéler les reliefs des gens. Et les reliefs, d'ailleurs, alors nous, avec François, on aime bien l'art. Et en art, le relief, c'est très important. Un artiste, c'est grâce, dans une sculpture, c'est grâce au relief qu'il va faire passer justement tout le sens, la beauté de ce qu'il a envie de révéler. Même une toile, une peinture, c'est pas lisse. Il y a une texture, il y a du relief, et ça joue sur le sens. C'est très important. Toi, tu es comme moi, tu as fait des études d'art. Alors tu peux nous en parler de cette universalité du relief. Oui, surtout la photographie. J'ai fait des études de photographie, et c'est vrai que on apprend d'abord à changer sa vision en regardant la vision des autres artistes. Et ça me fait penser donc à un grand photographe américain du début du 19e siècle, Lewis Hine, qui a inventé, enfin qui a été parmi les précurseurs de ce qu'on a appelé ensuite la photographie sociale ou la photographie documentaire. Et il a commencé sa carrière à Ellis Island à photographier les migrants qui venaient comme aujourd'hui, mais pour changer de vie, et qui était accueilli dans cette île-là. Et il n'avait pas de regard véritable, alors il s'est dit, je vais les photographier de la façon la plus neutre possible pour pouvoir justement mettre en relief la vie de ces personnes. Et ce qu'on s'aperçoit après, avec le temps, c'est qu'il avait un regard déjà qui était connoté avec certains emprunts à l'histoire de l'art, notamment à Raphaël, et que ce regard l'a changé lui, puisque quelques années après, assez rapidement d'ailleurs, il s'est investi pour lutter contre le travail des enfants qui sévissait encore aux États-Unis comme ailleurs. Oui, mais alors là, tu nous parles de photos, de vision, de regard. Alors, le relief, c'est le regard, c'est ça? Pas simplement, c'est vrai que ça passe beaucoup par ça. Tu as parlé tout à l'heure de sculpture, du toucher, ce sont tous les sens en fait qui sont investis. D'ailleurs, le braille, l'absence de vision fait appel à un autre sens. En fait, il ne faut certainement pas mettre le relief en case. Alors, case, cage, on en a parlé, la mise en cage, c'est quand même terrible. C'est ça, la case. Oui, alors ça, Eddie Durtest, tout à l'heure, avec toute son énergie, nous a montré ce que c'était vraiment que d'être derrière des barreaux. Il s'en est libéré plusieurs fois, je pense. Déjà une fois physiquement, bon, il est sorti de prison. Mais ensuite, il nous a bien expliqué que voilà, il était peut-être encore en prison pas mal d'années. Et il s'en est libéré, il s'en libère, je pense, encore aujourd'hui avec son association. Et j'ai une petite expérience à vous partager avec lui, puisqu'on s'est rencontrés en fait dans
un endroit de coworking, en fait, spécialisé dans le numérique, où on travaille ensemble souvent. Et, Il paraît. et est arrivé un petit peu, comme moi, je pense, quand j'irai le voir dans son asso, avec ce qu'on appelle un peu des biais cognitifs ou des idées préconçues. Il s'attendait à voir des têtards sur des écrans, ce qu'on est aussi. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait. Il avoue. Oui. Il était un peu surpris déjà qu'on n'ait pas tous des gros carreaux comme ça, aveugles, en tâtonnant. Il a senti des bonnes ondes et voilà, tout un foisonnement et puis une bienveillance en fait. Voilà, entre midi et deux, on est parti pour déjeuner et en fait, les ordinateurs sont laissés, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de compétition et ce sont des valeurs en fait qu'il a retrouvées et qu'il partage dans son association aussi. Mais alors, ces valeurs qu'on partage avec, mine de rien, en fait, deux mondes qui, a priori, sont assez différents, ça me fait penser à ce qu'on a vécu pour le Solicamp. Le Solicamp, ça a été l'histoire d'une rencontre qui était a priori improbable. Le monde des professionnels du numérique d'un côté, le monde de ceux qui luttent contre les précarités de l'autre. Et puis, sur un format de travail qui s'appelle le Barcamp, qu'on utilise beaucoup, nous, dans le numérique, on se rencontre. Alors, on vient participer à cette réunion de travail pour produire quelque chose, pas parce qu'on a le diplôme ou qu'on a le sésame, le certificat, le laissez-passer, etc. Non, c'est juste parce qu'on a envie d'y participer, d'être acteur de quelque chose. Et donc, ces deux collectifs-là se sont rencontrés parce qu'il y avait une problématique commune qui était comment le numérique peut lutter contre les précarités. Donc ça tombait bien, ces deux mondes-là se réunissent, mais évidemment, on était très, très motivés, on avait très envie tous de participer, mais on avait quand même quelques idées préconçues, il faut quand même avouer. Et en fait, au départ, il y avait deux collectifs avec des individus, donc avec quelques idées préconçues, et puis parce qu'on a travaillé ensemble dans une direction commune, que ça a créé un grand collectif, et ça a créé de la richesse et des réponses concrètes. Voilà, la force en fait de l'individu qui tout seul n'est rien et qui à un moment se met au service, si on peut dire, du collectif. On l'a vu avec Cyril aussi, avec Cyril Montana, qui de sa propre histoire, ses allers-retours dans sa ville de Lacoste, se dit à un moment, bon, c'est ma ville, mais c'est pas mon histoire. C'est pas comme ça que je veux qu'elle continue. Et je veux me mettre aussi, je veux fédérer les gens. Bon, et c'est des histoires aussi, d'abord, avant tout, humaines, pardon, et de partage qui se passent. C'est vrai, mais ce sens du collectif et cette dynamique, c'est une force en fait. Et du coup, forcément, on a envie de penser et de parler d'intelligence collective, puisqu'on le voit bien. Dès qu'on a un groupe, on parle d'intelligence collective, parce vous connaissez tous l'adage, si vous voulez aller vite, vous partez seul, si vous voulez aller loin, vous partez à plusieurs, c'est ça l'intelligence collective. Très bien, mais du coup, là, c'est un peu d'actualité. On parle homme versus machine, intelligence collective, intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, je vais la refaire en articulant. Ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, l'intelligence artificielle, effectivement, en numérique, on est en train de nous vendre que le cerveau ultime humain va devenir un cerveau avec des neurones, mais ce sera des neurones synthétiques. Et donc là, aujourd'hui, il y a un champion coréen qui est en train de se faire ratatiner par une intelligence artificielle, comme il y a quelques années, d'autres champions se faisaient ratatiner pour des jeux d'échecs. Et finalement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, qui voit-on ? Montaigne. Il revient, il était sur un autre talk. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Montaigne ? Eh bien, il nous dit, l'important, c'est de voyager pour aller au-devant des autres et frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Donc, essayez de faire ça avec un ordinateur. Ça ne sera pas tout à fait évident. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, on est encore, et pour quelques, on va dire siècles, hein, en étant optimiste, on est humain. Et l'humanité, les idées, elles ont besoin d'aspérité, elles ont besoin de confrontation et d'aller vers l'autre. Puis on a nos différences. Hein, Trang, tout à l'heure, le disait. On a nos différences et c'est ce qui fait cette richesse. Alors, il ne s'agit pas de les juxtaposer, ces différences-là, parce que sinon, ça n'apporte rien. Mais si on va effectivement utiliser nos différences et les confronter les unes aux autres, c'est là où il y a quelque chose qui se passe et qui se produit. C'est là où c'est magique. Alors, il s'agit bien de bienveillance, hein, parce que si on parle juste de confrontation, si on prend par exemple le débat, un débat où il y a des idées qui s'opposent et qui n'est pas bienveillant, c'est la guerre. Hein, puis on repart avec une liste d'idées qui s'opposent les unes aux autres, mais on n'a rien appris de plus pendant le débat.
Et à sens inverse, si on est dans un débat où tout le monde est d'accord, très consensuel, on s'ennuie, c'est mou, c'est plat, c'est pareil, il n'y a rien qui en ressort. Donc cette confrontation bienveillante, c'est de là, effectivement, que vont naître de vraies idées et des choses qui vont se passer et qui vont changer, justement. Alors, on arrive et on dit, je vous soumets mon idée, et puis vous allez l'enrichir avec vos idées, vos expériences, vos avis, et vous allez, avec moi, on va créer ensemble quelque chose, un projet, une action. Et c'est ça qui va être important et qui va créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Alors, ça peut être quelque chose de nouveau, et on parle aujourd'hui d'innovation. C'est le mot. L'innovation, oui, c'est l'innovation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'innovation? Ça ne se décrète pas déjà, l'innovation. On va prendre un exemple. Les métiers. Aujourd'hui, dans 20 ans, la moitié des métiers que nous connaissons aujourd'hui auront disparu. De la même façon, la totalité des métiers que vous trouvez, c'est Michel Serres qui en parle, dans la petite planche d'illustration du Larousse des années 50, ont disparu. Donc là, au moins, on est tranquille, il n'y a plus de peur, tout ça va disparaître. Donc on est condamné, si on peut dire, à innover. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, innover? C'est comme Montaigne, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit « aller vers l'autre », se frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui, il ne donne pas un petit mode d'emploi en disant « alors il ne faut pas aller au sud, parce qu'au sud, c'est pas bon. On va construire un mur, d'ailleurs. » Vous voyez ce que je veux dire? Après, non, il dit « allez au-devant du chemin, allez-y. » Le chemin. Le chemin, c'est la sinuosité, c'est le relief, justement, c'est l'aventure, le chemin. Et c'est ça qui est bien. Alors moi, je propose, confrontons-nous les uns aux autres, confrontons nos idées. Allons-y ensemble, qu'est-ce qu'on risque? On risque peut-être tous, ensemble, de changer le monde.